Bonsoir à tous, merci à tous d'être là ce soir, d'être présents pour cette table ronde autour du thème Agir ou subir, une défense commune pour une Europe puissante, organisée par le Parti démocrate européen et en présence de guests et pas des moindres. Je vais commencer par Yvan Verhofstadt qui est député européen, Maud Gattel évidemment, secrétaire général du MoDem, évidemment Sandro Gozzi, secrétaire général du Parti démocrate européen évidemment député européen. Et enfin, Philippe Michel Klasbauer, ancien député français à l'Assemblée nationale. Merci à tous de participer à cette table ronde. Je suis Alice Bernard-Montini, présidente des Jeunes démocrates européens. Et avec Laure Niclot, qui va se présenter dans un instant, on va avoir le plaisir de réveiller cet échange, de commencer cet échange en trois temps. Un premier avec une petite introduction, puis ensuite une question personnelle à chacun selon les spécificités de nos interlocuteurs. Oh, attention. De nos interlocuteurs. Allez, petit attentat. Une question selon les spécificités de nos interlocuteurs et enfin des échanges avec la salle. Laure, à toi. Merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Moi je m'appelle Laure Niclot, je suis la présidente des Jeunes Européens en France, qui est une association d'éducation populaire qui cherche à faire le lien entre jeunes et sujets européens, à la fois en démocratisant ces sujets et puis en faisant le lien entre les envies et les idées des jeunes et les décideurs européens. Et donc je remercie le Parti démocrate européen pour cette invitation et puis surtout pour l'organisation de ce temps. Donc on est réunis ce soir pour parler de cette question de défense commune pour une Europe puissante, de savoir comment, dans cette actualité particulièrement chahutée, on peut trouver des voies communes en tant qu'Européens pour avancer. Et donc la première question qu'on a pour nos intervenants ce soir, c'est de savoir dans un premier temps quel est peut-être le fait marquant ou l'enjeu marquant que vous retenez des séquences des dernières semaines, voire des dernières heures, si j'ose le dire ainsi. Et puis, au-delà de ce qui se passe ces derniers jours, de savoir aussi, est-ce que vous voyez l'avènement d'une vraie stratégie européenne pour la défense qui ne serait pas condamnée à être l'addition de stratégies nationales. Et donc, pour répondre à ces larges questions, vous avez chacun 3 minutes. Et voilà, en toute simplicité. Et je vous laisse peut-être commencer si vous êtes d'accord. Merci pour l'organisation et merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir. Qu'est-ce qui me marque le plus peut-être ces dernières semaines ? Peut-être en prenant un peu de recul, moi l'élément qui m'a le plus marqué, c'est quand Trump a dit Poutine a gagné des territoires, il a les cartes en main. À partir du moment où vous partez de ce constat, de dire que quand vous agressez votre voisin et que vous gagnez des kilomètres carrés, vous avez les cartes en main, c'est la porte ouverte à la même démarche au niveau de la République démocratique du Congo, c'est la porte ouverte à la même démarche à Taïwan, c'est la porte ouverte à la même démarche dans un conflit entre l'Inde et le Pakistan potentiel, c'est la porte ouverte à toute cette logique de la loi du plus fort. Et pour moi, c'est structurellement, si à la base, on ne refuse pas ce type d'idéologie ou de pensée, on aura du mal à contraindre et à ne pas éviter la répétition de cette logique. Et donc, en effet, si c'est pour avoir les cartes en main, autant agresser le voisin, et puis après, on est dans une position de force. Et je pense que, pour moi, là, il y a un moment de bascule, il y a un moment une vision différente de la manière dont l'ordre mondial doit être organisé, et qui, structurellement, risque de se répéter et d'avoir des vagues et des revagues qui sont importantes. Et que, face à ça, je crois qu'on doit revenir, et c'est fou de se dire ça, qu'on doit revenir à rappeler des principes de base, et tant qu'on n'aura pas réussi à rappeler ces principes de base-là et être ferme par rapport à ces derniers, mais je pense qu'on sera dans les problèmes. On ne va pas applaudir à chaque... Bonsoir à toutes et à tous. Alors je partage évidemment ce que vient d'énoncer Yvan. On a fêté la semaine dernière les soins, alors à la fois le 80e anniversaire du 8 mai 1945 et les 75 ans de la déclaration Schuman. Avec cette idée, si on collabore davantage, on arrêtera de se faire la guerre. Et ça doit tous nous interroger.
Je me souviens, il y a quelques années, avec Sandro, quand on était en campagne européenne, on disait ça marche plus sur les jeunes générations. L'Europe, c'est la paix. Bon, ben on voit bien que malheureusement, l'Europe, c'est la paix, et celles et ceux qui y aspirent risquent la guerre. Et ça, c'est assez terrible. Le principe de la remise en cause même de l'intangibilité des frontières du droit international, et finalement de ce gain donné au plus fort, à celui qui rompt justement tous ces principes. Et pour répondre à votre question et finir sur une toute petite note d'optimisme, moi, ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est la rapidité avec laquelle nos amis britanniques nous ont rejoints. Et on a toujours dit qu'on avancerait sur la question de la défense européenne autour, probablement, du couple franco-britannique. Et je crois que c'est après le Brexit, qui a été pour beaucoup d'entre nous extrêmement douloureux, eh bien, c'est aussi une manière de réconcilier une partie de notre continent. Je commence par la conclusion des Maude, et je crois que l'image que je retiens, c'est l'image des leaders européens, de l'Europe de la volonté, de l'Europe du courage, de l'Europe du lendemain de la guerre en Ukraine, qui s'est réunie à Kiev. Dans l'image de Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Friedrich Merz, qui était là avec Zelensky. C'est une image qui, tout d'abord, c'est un grand signe de soutien et de solidarité à celui qui avait été brutalement humilié à la Maison-Blanche, Zelensky par Trump. C'est secondo un acte de volonté politique. C'est l'Europe de la volonté politique qui veut défendre la liberté et la démocratie. Donc, c'est défendre à travers la défense de la lutte pour la liberté et la résistance du peuple ukrainien. C'est l'Europe qui a compris son erreur, parce que Keir Starmer, qui est rentré dans le jeu, ce sont les Britanniques qui se rendent compte de leur erreur. Et c'est un acte de bienveillance et maturité politique de notre part de dire il est clair que nous ne pourrons jamais réorganiser la sécurité, la stabilité et la paix dans le continent européen sans nos amis britanniques. Donc je crois que ce que je retiens, c'est cette image, et c'est sur cette image que nous devons construire une nouvelle initiative politique en tant qu'Européens. Oui, je suis d'accord avec vous. Cette image du président français, chancelier allemand et les premiers ministres polonais et anglais, tu l'as dit Maud, britannique, pardon, c'est vraiment l'image, à mon avis, la plus importante du week-end dernier, parce qu'elle faisait opposition à le spectacle que Poutine essayait de donner au niveau du Kremlin avec la Chine et avec tous les autres opposants aux démocraties. Partant de là, ça nous a permis aussi de passer le signal que l'Europe était unie. Parce que depuis le début de ce conflit, tout le monde joue sur le fait que nous serions désunis ou que nous ne tiendrons pas. Et là, nous avons proposé un pack solide et qui est prêt à rentrer dans la mêlée, ce que disait Sandro à l'instant. Et heureux que nos frères britanniques soient là. Ça, je suis, comme toi, très heureux de cette perspective. Heureusement que nous avons continué à faire vivre les accords de Lancaster House qui permettent cette union entre les Britanniques et nous au point de vue de défense, et nous y reviendrons probablement, parce que ça nous donne une capacité que seuls nous avons au monde, Français et Britanniques, c'est de faire de la projection avec des vecteurs mer et terre dans des délais très courts, sur des petites unités pour intervenir sur des théâtres d'opération urgents. Et ça doit nous amener à envisager que même quand un de nos collègues européens n'est plus complètement avec nous, ou veut sortir ou sort, nous devons toujours regarder l'idée qu'il pourrait revenir. Donc, ayons cette même idée avec nos amis slovaques de FICO, puisqu'il y a quand même des Slovaques qui veulent s'associer à notre politique, et ça peut être pareil avec la Hongrie, et donc nous devons rester ouverts à un retour de nos frères européens qui seraient sortis à un moment donné ou sur le point de le faire. Merci pour ces introductions et pour ces mots positifs. Moi, je voudrais prendre un peu finalement la gravité de l'actualité pour dézoomer un petit peu de notre continent sur lequel on est évidemment très concentré. C'est de parler des États-Unis.
Et notamment toi, Sandro, qui a eu beaucoup de contacts avec les démocrates outre-Atlantique, qui a fait de nombreux échanges, qui a pu échanger avec eux lors de déplacements, mais aussi au quotidien. Je voulais te poser cette question. Ces liens qui sont renforcés aujourd'hui, quelle est l'évolution de cette relation? Et surtout, peut-on envisager une action commune face à la perspective de Trump, où les démocrates américains restent-ils concentrés sur leurs enjeux internes? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est une des réponses et une des réponses à la montée du nationalisme et du populisme. On est en train de vivre un paradoxe parce que les nationalistes et les extrémistes ont déjà leur international. Donc il y a une internationale de nationalistes. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et ils sont organisés. Donc vous avez Steve Bannon, Donald Trump qui invite à Washington Viktor Orban, Giorgia Meloni, Milei. Ils sont tous là. Et ils sont organisés. Et ils cèdent dans les élections. Vous voyez, ce sont des véritables ingérences, mais il y a une internationale du nationalisme qui a un projet déstabiliser de l'intérieur l'Union européenne et déstabiliser de l'intérieur tout ce qu'on a organisé au niveau multilatéral. Le paradoxe, c'est que les réformateurs, les centristes n'ont pas ça. Et je crois que nos amis démocrates américains commencent à se rendre compte qu'ils ont besoin aussi qu'on reconstitue une alliance des démocrates au niveau global. Et je crois que ça, c'est tout d'abord, on l'avait fait, parce que les premiers partis démocrates européens avaient cette alliance, grâce au travail que Maud se souvient bien de Marielle Desarnets et de François Bayrou. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit regarder là où sont les véritables alternatives politiques au Trumpisme. Et selon moi, on les trouve au Canada. Je crois que Mark Carney doit remercier énormément Trump. Finalement, Trump a été le meilleur porte-parole de Mark Carney pour gagner les élections. C'était absolument... Les mains s'étaient pliées au Canada. Hein. C'était carrément, certainement, les conservateurs qui devaient gagner les élections. Mais la réaction, disons, civique au Trumpisme a permis à Mark Carney de gagner les élections. C'est pour nous un interlocuteur. Les travaillistes, les centres-gauche australiens, c'est un interlocuteur. Les partis de la Constitution démocratique japonais, c'est un interlocuteur. On doit convaincre, et nous sommes en train d'y travailler, et d'ailleurs on aura aussi une visite début juin avec Maud d'une grande personnalité des think tanks démocrates américains ici, parce que nous devons pousser pour qu'on organise une alliance des démocrates au niveau global. Et pourquoi on doit le faire? Pas uniquement parce que les nationalistes les font, parce que c'est la politique d'aujourd'hui et demain. On ne peut pas penser de gagner des batailles si on reste coincé dans nos frontières nationales de la politique. La politique a des enjeux qui sont parisiens, franciliens, français, mais il y a des enjeux aussi qui sont éminemment et délibérément transnationaux et globaux. Et pour les appréhender et pour gagner la bataille, il faut agir en transnational. J'espère que les démocrates américains, qui ont été toujours assez nombrilistes, aient compris la leçon. Sans doute, ça doit être un des axes prioritaires des démocrates européens. Merci beaucoup. Donc on a commencé à voir qu'il y avait justement ces enjeux assez globaux finalement sur comment est-ce qu'on réagit à cette situation internationale. On voit qu'à la fois il y a un certain soutien. On a un peu plus de 60% des citoyens européens qui sont favorables à la défense européenne. Et en même temps, moi je voulais aussi vous poser une question de la part d'une représentante des organisations de jeunesse qui à la fois sont assez... divisés sur cette question, à qui ça fait parfois un peu peur de penser qu'on va s'engager dans un effort de défense européen, qu'on va rediriger aussi des fonds vers cette question-là, et que peut-être, en faisant ça, on prend le risque aussi de délaisser les questions écologiques, les questions de jeunesse, les questions d'éducation, de culture. Et donc, ma question pour vous, Yvon, c'est de savoir, pensez-vous qu'il est possible, en tant que décideur politique, de préserver toutes ces priorités-là qui ont été portées aussi par vos courants politiques sans sacrifier ces priorités
concret sur la question de la défense? Alors oui, et je pense que c'est indispensable. C'est un vrai danger par contre. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de croire que la défense, c'est du kaki, pour dire ça comme ça, que c'est juste des petits soldats et des avions. La défense, c'est bien plus que ça. Alors d'abord, la défense, si on investit dedans, c'est une possibilité en dual use d'avoir des retombées et peut-être de rattraper une partie de notre retard. Mais plus fondamentalement que ça, notre défense, c'est d'abord et avant tout notre autonomie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur d'avoir un blackout énergétique que d'avoir des chars sur la grande place de Bruxelles. Je pense que le risque il est plus élevé aujourd'hui à ce niveau-là. Et juste pour donner un ordre de grandeur, on a vu ce qui s'est passé en Espagne. On faisait le calcul sur ce que coûterait une heure de blackout au niveau belge, petit pays. Donc une heure de blackout ou une journée de blackout. Une journée de blackout, c'est 3 milliards d'euros de pertes, sans compter les impacts humains que ça représente. Aujourd'hui, on sait que, je ne sais pas exactement pour la totalité de l'Europe ou pour la France, mais on sait qu'au niveau gaz, on a en Belgique 12 jours de réserve. 12 jours. Donc si on coupe les pipelines, c'est 12 jours qu'on tient. Au niveau électrique, on sait qu'il y a 100 gigawatts en Europe d'inverteurs dans les panneaux photovoltaïques qui sont de la marque Huawei, qui en un claquement de doigts pourraient être mis à l'arrêt. Or, il faut 3 gigawatts pour mettre tout le système électrique européen par terre. Donc il y a 30 fois la capacité nécessaire que pour mettre tout notre système électrique par terre en un claquement de doigts. Le risque cyber, il est phénoménal. Donc si on n'investit pas tout autant dans notre redondance et dans notre autonomie énergétique et dans la stabilité de nos systèmes énergétiques, on ne répond pas à la question de l'autonomie et de la défense. Et donc pour moi, c'est en ayant cette vision-là, on arrive à allier et la question de notre prospérité, de notre compétitivité, parce que tant qu'on on aura besoin d'acheter pour 450 milliards d'euros d'énergie fossile en dehors de l'Europe, 450 milliards d'euros qui sortent de l'Europe définitivement et qui nous appauvrissent, et qu'on achète à 2 ou 3 fois ou 4 fois le prix, on n'arrivera jamais à être concurrentiel, compétitif. On n'arrivera jamais à être autonome si on n'a pas notre propre énergie. Si on n'est pas autonome, on n'a pas de sécurité. On n'a pas de sécurité. Demandez à mes enfants s'ils se sentent en sécurité. Si je leur dis, vous n'avez plus à manger, ils n'ont plus à manger. Heureusement, il y a le droit. Mais pour le reste, être autonome, c'est la base de l'indépendance, c'est la base de notre capacité à assumer ce que l'on est, d'abord et avant tout. Et la bonne nouvelle, c'est que si on veut de l'énergie propre au sens où elle est fabriquée chez nous, ça sera de l'énergie propre au sens de la transition énergétique. Et ça sera donc bon pour notre industrie, ça sera bon pour le climat et ça sera bon pour la transition. Et donc moi je le vois bien, on voit bien que le Parlement européen il a complètement shifté et que certains essayent de vilipender le Green Deal. Mais en fait ça n'a strictement aucun sens intellectuel au regard même pour ceux qui n'en ont rien à faire des prochaines générations. Et donc au Parlement européen, on est obligé, hélas, d'utiliser, mais c'est une bonne chose, heureusement qu'il y a cette fenêtre politique-là, on est obligé d'utiliser la compétitivité et donc l'énergie qui est 75% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'énergie. On est obligé de parler de transition énergétique pour dire c'est nécessaire pour notre compétitivité, donc arrêtez de voir le Green Deal comme quelque chose de négatif. Tant qu'on n'aura pas de capacité énergétique forte, il n'y a pas eu de civilisation prospère sans une maîtrise de son énergie. Il n'y a pas eu de civilisation autonome sans maîtrise de son énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, ça doit être de l'énergie renouvelable qui nous permet de répondre à ce qui, pour moi, est fondamental. C'est le défi pour les prochaines générations et c'est d'avoir une énergie propre et de veiller à enclencher cette transition énergétique qui nous permet de répondre aux prochains risques, parce que c'est peut-être ça, et je terminerai par là, que systématiquement, on voit bien qu'on a cette incapacité humaine tellement forte à anticiper les risques. Et pour moi, ça reste un des drames. Et le prochain risque, le prochain danger que l'on aura, il va arriver, on le sait. Je parle 1 milliard d'euros pour 24 heures de blackout. C'est le risque de la transition énergétique, c'est le risque climatique. Et on le voit, bon, je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en Belgique, on a le printemps le plus sec. Même les eurodéputés ne se plaignent plus du temps à Bruxelles, c'est dire. Donc on voit quand même qu'il y a une transition, on voit quand même qu'il y a un impact. Et ce qui est dommage, c'est que c'est cette incapacité à le mettre dans, et on pourrait reparler de plein d'autres choses, dans notre bilan, comme notre actif Terre, notre active planète est en train de se détruire et un jour on payera l'addition.
Et comme Yvan le souligne, il y a plusieurs aspects à la défense et ça nous pose une question peut-être un peu plus concrète. Et je vais la poser à Philippe, qui a été à la tête de la délégation des parlementaires à l'OTAN quand il était député. La question, c'est concrètement quels dispositifs de coopération militaire européenne sont réalistes à court terme. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui leur mise en œuvre? Et peut-être, je vais l'élargir à ces autres aspects de la défense sur lesquels on coopère déjà et qui peuvent fonctionner. Alors, partons de ce qu'on vient d'évoquer, ces autres dangers qui nous guettent, ces menaces d'approvisionnement énergétique ou d'alimentation du commerce mondial par la Méditerranée. Donc nous avons besoin de structurer une défense qui nous permet de nous défendre sur la partie sud, Méditerranée, éviter que quelqu'un nous fasse le délit d'accès dans le détroit de Gibraltar ou à Suez, ou sur la frontière est qui nous arrive aujourd'hui en Ukraine et avec la Russie. Aujourd'hui, nous avons des capacités, les Belges, les Français, même avec les Slovaques, avec les Allemands, très fortes, mais limitées dans le temps et dans l'effort capacitaire, ce qu'on appelle l'effort sur la durée. Et sans l'aide des Américains, on ne peut pas le faire, parce qu'il y a toujours un moment où il y a un composant, soit de renseignement, soit de guerre électronique, qui va venir réduire cette autonomie. Donc aujourd'hui, la convergence des autonomies, de notre souveraineté, ce que nous cherchons à faire au mouvement démocrate européen, c'est ça. L'outil, aujourd'hui, il serait hasardeux de vouloir en recréer un ex nihilo. Ça serait bête de dire, je veux recréer un iPhone et je vais mettre des milliards, j'arriverai jamais à concurrencer l'iPhone parce que c'est des années d'expérience et d'apprentissage. Donc nous devons partir des outils que nous avons et nous devons permettre à ces outils d'avoir une action cohérente, d'éviter la redondance parce que ça c'est du gaspillage et c'est des fuites, et d'arriver à se mettre en œuvre d'une manière coordonnée par une volonté qui deviendrait une volonté politique stratégique unique. Aujourd'hui, on a eu différentes interventions dans différents théâtres où tout le monde n'est pas toujours d'accord. La menace qui nous arrive à l'Est nous permet de nous mettre d'accord. Ça veut dire que sur les équipements aujourd'hui, l'Europe doit, et nous l'avons énormément défendu pendant la campagne des élections européennes, l'Union européenne doit devenir le premier acquéreur de matériel de défense de chacune des nations européennes qui fabriquent ces matériels. Pourquoi ? Parce que ça permet de les soutenir et de supporter ces industries. Et au fur et à mesure, nous devons arriver à faire en sorte que ceux qui ont une spécificité puissent prospérer dans cette spécificité, de manière à ce qu'on élimine cette concurrence qui va nous permettre d'arriver à moins de fournisseurs, mais plus d'équipements pour nos armées, avec cette capacité de s'affranchir de ce que les autres pays peuvent nous apporter en matériel, notamment les Américains. Mais il faudra aussi y ajouter, et tu en as parlé, de la cybersécurité, de la cyberdéfense, ce volet humain qui est celui du renseignement, de l'intelligence. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec un réseau de renseignement qui est très performant chez nous, très performant chez les pays européens, mais qui nécessite aussi des renseignements venant d'autres pays, aussi bien Israël que les États-Unis, que les Émirats arabes unis. Et l'un des enjeux de la défense sera, si on veut éviter, comme tu le disais, d'avoir cet aspect, et vous le disiez aussi dans votre question, bloquant de la part de notre jeunesse, puisque la défense, on le sait, c'est la mort. L'armée, la guerre, c'est la mort. C'est la mort vue, c'est la mort infligée, c'est la mort reçue. Et même quand on inflige la mort, vous le savez, on ne revient jamais pareil. Un soldat qui a infligé la mort, même à très longue distance, avec une élongation depuis un shelter, il délivre une munition dans le Sahel sur un groupe terroriste, et même si ça ressemble à un jeu vidéo, au bout d'un moment, il est rattrapé par sa conscience parce qu'il a ôté la vie à d'autres humains. Et ça crée un syndrome post-traumatique qui crée des désordres terribles dans notre société, des violences intrafamiliales, violences faites aux femmes ou aux enfants. Donc tout est lié. Si on veut éviter d'avoir à projeter des jeunes gens, parce que nos soldats sont jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes que nous avons perdus sur les différents théâtres, ils avaient 20 ans, 19 ans et demi. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, que vos jeunes adhérents ne peuvent pas vouloir. Et c'est pour ça que nous avons à nous organiser de manière cohérente et forte et offrir ce pack dont on disait tout à l'heure, ce refus d'entrée de jeu, non, de dire à Poutine ou à tout autre velléitaire sur notre sécurité, notre autonomie, non, nous ne céderons pas un pouce de la démocratie et de notre liberté.
Merci beaucoup pour cette réponse. Pour finir le tour de parole, je me retourne vers vous, Maud Gadel. Donc on a parlé effectivement de ce sujet de la défense européenne et de la nécessité d'embarquer les États et d'embarquer peut-être tout le monde. Et la question que j'ai pour vous, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour convaincre l'opinion publique, et peut-être particulièrement l'opinion publique française, de soutenir un effort de défense accru sans entretenir l'idée qui parfois peut être donnée qu'on va soutenir je vais y arriver, soutenir la défense européenne au détriment des droits sociaux, en détriment de l'État social européen. Eh bien, je crois que vous avez résumé le principal enjeu aujourd'hui, à la fois un enjeu vital pour notre Union européenne et un enjeu démocratique d'adhésion de nos concitoyens à cet effort. Et lorsque la guerre a commencé, après le 24 février 2022, j'ai trouvé que la population française était presque étonnamment solidaire. Étonnamment solidaire parce que Kiev, c'est loin, malgré tout, pour beaucoup d'entre nous. Et bien évidemment, on parle en milliards, on connaissait d'ores et déjà les difficultés qui étaient les nôtres. Et pour autant, le peuple français a été extrêmement solidaire. Et moi, j'en veux énormément à notre classe politique, qui est aux deux extrêmes de la classe politique, qui n'ont eu de cesse, depuis le 24 février 2022, de prendre leur distance par rapport au soutien vital à nos amis ukrainiens. LFI, RN, qui n'ont eu de cesse, avec toujours des prétextes tous plus ridicules les uns que les autres, parce qu'ils n'assument pas à la fois leur attraction naturelle vers le régime du Kremlin et pas vraiment l'envie de soutenir les Ukrainiens, en commençant à dire oui, mais en fait, mais pas vraiment, mais en même temps, on ne sait pas, ces accusations ignobles face aux Ukrainiens, à l'égard des Ukrainiens. Et toute cette petite musique a fini, malgré tout, par avoir un impact sur la population française, qui reste mesurée, mais qui existe. Et la question sous-jacente, effectivement, c'est la question de l'engagement budgétaire. Quand le président de la République, qui depuis le premier jour est aux côtés du peuple ukrainien, finalement porte ce sujet de l'autonomie stratégique, de notre indépendance, de notre capacité à agir sur tous les sujets, qui soient en matière de sécurité, en matière de numérique, en matière d'industrie, en matière agricole. Il a porté ce sujet depuis le premier jour et finalement, les faits lui ont donné absolument raison. Et pour autant, c'est très compliqué dans la situation actuelle. Mais je voulais revenir sur la question qui était la vôtre tout à l'heure, sur finalement opposer les efforts en matière de défense et l'écologie, qui est l'enjeu du siècle. La guerre en Ukraine, au-delà d'être une tragédie quotidienne humaine, elle est aussi une catastrophe écologique terrible, en termes de biodiversité, en termes de pollution des sols. Alors évidemment, les drames sont tels que, oui, c'est vrai, l'environnement passe derrière, mais c'est aussi ça. Et alors je ne dis pas qu'il faut renforcer notre défense européenne aussi pour des questions écologiques, mais c'est aussi une conséquence de la guerre. Donc oui, c'est compliqué et je crois que c'est à la fois un enjeu absolument vital pour notre Union européenne, mais aussi un enjeu d'adhésion démocratique, parce qu'on ne peut pas laisser les populistes continuer à raconter n'importe quoi aux dépens de l'autonomie, de la capacité d'agir de notre pays. Et Maud, justement, tu as parlé justement du président de la République qui a eu de cesse d'avoir le discours européen depuis le début de ses mandats. On l'incarne aujourd'hui en France, il incarne véritablement l'idée européenne avec évidemment tous les députés européens et tous ceux qui sont élus dans cette cause. Mais ça reste une image, et c'est une question de transition vers le public, ça reste une image quand même française de l'Europe qu'on a. En tant que citoyen, on reste sur une image d'un leadership français.
On voit quand même qu'il y a d'autres leaders en Europe qui émergent et la Pologne et l'accord franco-polonais récent le montre, c'est de plus en plus important. Alors, maintenant qu'on a une intégration de l'Europe par l'économie, maintenant qu'on a une intégration de l'Europe par la défense, est-ce que, quid de demain, une intégration de l'Europe finalement par la diplomatie et une Europe politique? Et là, c'est une question ouverte à vous quatre. Et le moment est venu de l'Europe de la volonté politique. Ça veut dire qu'il est venu le moment où un groupe de pays soutenu par des forces politiques qui partagent une vision doit créer une avant-garde. Nous ne pouvons plus aller au rythme des plus longs, mais nous ne pouvons même pas obliger ceux qui ne ressentent pas ces besoins d'aller dans la direction de l'union politique, de l'union de la défense. Les Maltais ne peuvent pas, à cause de leur constitution, sont neutres. Les Irlandais non plus. Donc, ce sera absolument inutile de s'engager dans des débats interminables pour aller de l'avant à 27 vers ces noyaux qui, autour de la défense, doivent approfondir l'union politique. Et c'est pour cela que nous devons travailler, ce qui est difficile, mais c'est absolument fondamental, main dans la main, entre forces politiques qui partagent cette vision au Parlement européen et leaders politiques qui démontrent d'avoir cette volonté au Conseil. Et je reviens à l'image avec laquelle dont j'ai parlé dans mon introduction. Je crois que Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, j'espère aussi l'Espagne, la Belgique, je veux dire, il y a un groupe de pays qui doit tout d'abord exploiter la possibilité dans les traités de créer un groupe d'avant-garde. Les traités les permettent. Et aussi de dire, comme Emmanuel Macron a dit déjà à la Sorbonne en 2017 et lors de la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe encore en 2022, il ne faut pas avoir des tabous. Si c'est nécessaire de réformer des parties des traités pour atteindre cet objectif, nous devons les faire, nous devons les réformer. Mais autour de cela, il faut créer une Europe, une union plus efficace, plus puissante et plus démocratique. L'efficacité, ça veut dire éliminer les vétos. La puissance, ça veut dire travailler sur une véritable défense européenne et se donner les moyens économiques à travers des ressources propres pour avoir aussi une puissance industrielle, une puissance des investissements. Et les deux vont ensemble avec la défense, mais aussi avec la transition écologique, l'innovation et la compétitivité. Pour reprendre ce que tu disais, de façon positive, aussi la défense et la transition écologique et la défense ont besoin tous les deux d'une nouvelle puissance européenne, ne fût-ce que pour l'investissement. Et puis la démocratie, je ne crois pas qu'on puisse aller vers une Europe où tout est décidé par des diplomates, par les généraux ou même par les chefs d'État et de gouvernement. Cette Europe politique et plus puissante doit être plus démocratique, d'où la nécessité de créer ces listes nationales, de pouvoir voter directement les partis politiques européens, de construire finalement ces dimensions européennes de la démocratie pour laquelle nous nous battons. Les trois choses vont ensemble et moi je crois que nous devons maintenant prendre cette initiative pour aller dans cette direction. On ne l'aurait pas mieux dit. On ne l'aurait pas mieux dit. Non, je pense que tu as tout à fait raison et qu'aujourd'hui, il est temps de prendre aussi les cartes qui sont disponibles. Donc c'est non seulement, oui, revoir et certainement dans une perspective potentielle d'élargissement, comment les traités peuvent être plus efficaces, mais aussi utiliser les cartouches qui sont à notre disposition en termes de coopération renforcée. Mais je reviens peut-être sur ta question de l'image très française peut-être d'une certaine politique européenne. Oui, ben heureusement. Je peux vous dire qu'avec ma casquette de Belge, il fut salutaire pour nous de voir Emmanuel Macron prendre le leadership qu'il a pris, avec la responsabilité qu'a la France et l'engagement que la France a pris aussi en ayant la force nucléaire telle qu'elle l'a, et avec cette casquette-là et cette capacité-là, tirer derrière lui. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas suffisant, et que donc maintenant, il y a une fenêtre d'opportunité avec l'élection en Allemagne, une situation pour l'instant positive en Pologne, voir comment les choses évolueront. Et il faut espérer qu'il y ait cette capacité de la France de ne pas rester uniquement français.
Et c'est vrai que dès qu'on vous regarde à l'extérieur de l'Hexagone, c'est important de sentir que ce leadership est un vrai leadership européen. Je pense qu'il est sincère en la personne d'Emmanuel Macron, mais il y a très vite des dangers de repli, y compris des Français, au profit de l'industrie française. On parle d'industrie de l'armement. Les aides d'État. Par exemple, on a un conflit entre la France et la Belgique sur l'énergie française qui va plutôt vers l'Italie et la Suisse et qui ne remonte pas en Belgique, ce qui fait un avantage compétitif pour l'industrie française. On a un conflit sur les investissements dans le nord de la France, sur des aides d'État sur les batteries. Super chouette qu'il y ait plein de choses qui se passent sur les batteries. Mais attention, si on veut être européen, il faut être européen jusqu'au bout. Il ne faut pas être européen uniquement parce que l'Europe serait une grande France, quoi. Et donc, autant c'est un phare, autant le phare peut vous éblouir et du coup vous fâcher. Et donc soyez peut-être attentifs à ça aussi. Vous avez cette chance et cette responsabilité, mais elle ne s'accompagnera que d'une démarche complète et sincère pour être sûr qu'elle sera suivie et qu'elle puisse rassembler plus largement. Je rebondis. Pardon, Philippe. Pour dire qu'effectivement, en 2024, lors de ces longs mois qui nous ont permis de cheminer jusqu'en juin 2024 et ces élections européennes si importantes, moi j'ai été fière comme jamais de défendre le bilan de la dernière mandature de nos députés européens. Et pourtant, la campagne n'était pas forcément simple, mais qu'est-ce que le bilan était beau. Et honnêtement, j'essayais de me remettre à 2019 et je me disais, on a promis tout ça, mais à l'époque, je pensais que ça serait quand même difficilement atteignable. Eh bien, on l'a fait. Mais si on l'a fait, effectivement, il y a certes une volonté extrêmement forte et une incarnation de cette ambition européenne par le président de la République, mais on n'arrive à rien seul en Europe. Et si on a avancé de cette manière-là entre 2019 et 2024, c'est certes parce qu'il y avait une ambition, sous l'effet des crises aussi, et parce qu'on a réussi à emmener des tas de dirigeants qui étaient sur cette longueur d'onde-là. Et aujourd'hui, on l'a vu ces derniers mois, avec un affaiblissement de la France sur le plan européen, eh ben, on a vu que finalement, il a à nouveau fallu des événements graves, extrêmement graves, à l'extérieur de nos frontières pour que se remette en place quelque chose. Donc, la construction européenne, c'est une affaire collective. Ça ne peut pas être une affaire individuelle. Et il faut évidemment qu'on puisse continuer à la fois porter haut cette ambition européenne, mais créer les conditions pour que l'adhésion se fasse autour de cette ambition européenne avec le maximum de monde possible. Et nous, Français, on a vraiment un effort énorme à faire. C'est ce que tu disais, parce qu'il faut qu'on arrête cette arrogance. Et ça a été une bataille souvent avec certains de mes collègues, et Frédéric Petit dans l'assistance, il est là-bas, il le sait, puisqu'on avait toujours une tendance, nous les Français, à vouloir que Strasbourg soit la capitale de l'Europe, et qu'en même temps, comme les Anglais sont sortis, il faut que le français devienne la langue officielle. Mais à un moment donné, à toujours vouloir que tout soit français, on devient complètement imbuvable, pédant, et on repousse. Et ça, c'est un effort que nous devons faire. De la même manière, l'Europe doit faire attention de ne pas se voir toujours comme ayant son épicentre au niveau de sa partie nord. Nous avions notre ami feu Philippe Daverio, qui est fantastique et qui nous a quittés pendant la période Covid, mais qui était un Français qui avait fait sa carrière politique en Italie et qui revendiquait toujours une capitale de l'Europe qui soit au sud, qui soit méditerranéenne, parce que l'Europe, elle est méditerranéenne, avec l'Italie, avec l'Espagne, tu parlais tout à l'heure de Malte, Chypre est notre frontière la plus septentrionale de l'Europe. Et elle est à une encablure du drame qui se joue juste en face, à Gaza. Or, comme on a une vision toujours très Bruxelles, Paris, Berlin, on ne voit pas que ce drame se joue à nos portes. Donc nous devons justement repenser notre unité et que chacun de ces points les plus cardinaux font partie de ce tout et qu'ils sont aussi nous. Nous devons l'incarner. Et tu le disais, aujourd'hui, je crois que le moment, il est venu. Il y a des moments où l'évolution se fait. Hein, une catastrophe, un drame, des drames
se joue et nous oblige à évoluer. Là, nous y sommes. Donc cette énergie que tu mènes avec notre groupe au Parlement européen, que vous menez tous ensemble, nous devons être un support et nous organiser pour vous encourager à le faire. Parce que le moment est venu, et je crois que pour nous, notre population, elle y est prête. Et pour voyager aussi beaucoup, nous étions à Bratislava il y a peu de temps, et les gens aussi l'attendent. Les gens aussi l'attendent. Justement parce que leur gouvernement n'est pas au bon rendez-vous, eh bien ils attendent de l'Europe qu'elle vienne les sauver. Donc ça, on a un game changer, excusez-moi pour l'anglicisme, mais il y a un game changer devant nous, et le moment est là, et c'est nous qui devons le faire. C'est pas dans une autre chambre que ça va se faire, c'est pas dans une autre pièce, c'est à nous de le faire. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos réponses très complètes et qui, je pense, sont ouvertes aussi plein de pistes de réflexion. C'est le moment où on passe le micro dans la salle. Donc si vous avez des questions pour nos intervenants, c'est magnifique, il y a plein de questions. Si ça vous va, on peut peut-être en prendre 2 ou 3 et comme ça on vous laissera... Hop, j'ai vu. Hop. Ah. Marie-Pierre Vedren. Merci d'être là, Marie-Pierre. Frédéric Petit, qui est secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen. Et Marguerite Després, qui est notre trésorière. Merci d'être là. Et moi-même, qui suis un petit peu moins connu. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes autant bienvenue. Ah ben, c'est très gentil, justement. Je suis ravi de pouvoir être parmi vous et au sein du siège de notre beau parti, n'étant pas ni parisien ni francilien à la base, mais franc-comtois. Donc pas très loin de monsieur Grudler, qui est un de nos députés européens qu'on salue. Il y a eu beaucoup d'éléments et étant assez fatigué, j'ai pas tout retenu, donc je vais être assez succinct, mais c'est hyper important. C'est décisif aussi pour nous, jeunes, qui justement avons toute la vie devant nous, comme vous le rappelez si bien, et donc on a quand même beaucoup d'inquiétudes avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle à juste titre, en même temps qu'un peu d'optimisme, parce que sinon on n'ira nulle part et qu'on fera rien. Moi, ma question va être assez simple. Au sein de ce grand phare qui peut parfois être un petit peu aveuglant ou fâcheux, on sait qu'il y a aussi une règle élémentaire au sein de l'Union européenne qui, je crois, s'intitule l'unanimité des 27, qui est un principe assez phare qui en fait impose pour une prise de décision, notamment sur les sujets les plus sensibles et les plus majeurs, donc en ce moment on en a un panel, que absolument tout le monde soit d'accord. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des échéances qui approchent, notamment en Roumanie, où j'ai encore lu ce matin que certains médias qualifient l'élection comme à haut risque, puisque le gagnant, le favori étant quelqu'un assez proche justement de M. Trump et de la mouvance d'extrême droite, de même que au sein de l'Italie avec Mme Meloni, au sein de la Hongrie surtout, où là ça fait quand même quelques années que c'est M. Orban. Donc comment faire justement pour arriver à préserver, même renforcer cette unité européenne, aller de l'avant et en fait essayer de confirmer, de concrétiser tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, cette vision, sans qu'on soit, on va dire, peut-être freiné par de grosses dissonances internes, mais sans pour autant non plus être dans la radicalité, comme je peux l'entendre dans certains débats qu'on a eus aussi avec certains députés européens, où il y a des collègues qui disaient pourquoi pas simplement virer M. Orban et tout. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est d'essayer quand même de ressortir avec un consensus, avec cette unité européenne, justement. Donc comment faire, selon vous, avec ce qui se passe, pour arriver quand même à composer avec tout ça, et notamment les personnalités aussi les plus clivantes et les plus proches là, de messieurs Trump et Poutine, pour qu'on arrive quand même à justement arrêter ces drames et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Je prends peut-être une autre question. Oui, merci. Moi, je vais être bref, donc je vais lire carrément ma question pour laisser l'occasion aux autres de parler. Alors, à l'heure où l'Europe cherche à bâtir cette défense commune, comment conjuguer cette ambition de puissance avec les valeurs fondamentales du projet européen ? On a parlé de la démocratie, mais je veux parler aussi de la paix, du respect du droit. Et en fait... ce serait, à mon sens, aussi une sorte de ciment. Ces valeurs communes seraient une ciment pour davantage faciliter l'union. Donc, comment conjuguer c'est ça le risque aussi, il me semble. Merci. Merci beaucoup. Hop. Peut-être on prend une dernière question et ensuite on vous redonne le micro. Ça vous va ? Merci beaucoup. Alors moi, j'ai 2 questions. J'en ai une qui rejoint ce que vous venez de dire. C'est
au-delà de la coalition des pays volontaires, on va les appeler comme ça, qu'on a vu ce week-end à Kiev, et je dois dire que ça a fait quand même du bien au moral. Comment fait-on avec un Orbán en Hongrie, un Fico présent à Kiev le 9 mai, à Moscou, pardon, le 9 mai, et peut-être demain un Simion en Roumanie? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que notre défense passe par une européanisation de la dissuasion nucléaire? Et est-ce que celle-ci ne va pas forcément de pair, non seulement avec l'indépendance énergétique pour laquelle Yvan a plaidé, à juste titre d'ailleurs, mais aussi par une indépendance technologique et numérique pour que nous cessions d'être les vassaux des États-Unis et de la Chine. Et je dois dire que nous avons probablement tous été frappés, puisque nous avons reparlé ces jours-ci, nous reparlons ces jours-ci de l'ingérence russe dans nos systèmes de communication. Et je dois dire que ça interpelle et ça fait froid dans le dos. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, si je résume, ou si vous avez déjà tout, mais la question de comment est-ce qu'on avance avec le droit de veto et des pays qui ne sont pas forcément tous d'accord, comment est-ce qu'on fait pour garder nos valeurs, et les questions d'européanisation de la dissuasion nucléaire et de l'indépendance. Commencer à rebours de ce qui s'est passé, c'est comment conserver nos valeurs. La démocratie, c'est le démos et le kratos. On pense toujours à démos, le peuple. Kratos, c'est, vous savez, c'est un titan qui est détrôné à Arès, qui a pris sa place pour siéger auprès de Zeus le Chronide. C'est-à-dire que la démocratie ne peut pas s'envisager sans cette part de pouvoir et de force. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, nos valeurs sont humanistes, et on l'a dit tout à l'heure, les questions de défense appellent les questions d'armes et de guerre et de mort. Donc cette question de la mort est dérangeante, dans la mesure où en plus il s'agit d'envoyer des jeunes gens mourir, en plus des personnes civiles qui sont victimes de ces guerres. La question sur la dissuasion nucléaire est parfaite pour apporter une réponse. C'est que nous ne pouvons pas rester naïfs et rester vulnérables à une tentative d'intrusion dont on ne sait pas jusqu'où elle s'arrêterait. Au début 2014, lorsque les événements de Maïdan se produisent, aussi bien les Ukrainiens que les Roumains que nos amis baltes nous disent « Attention, Poutine a des velléités et veut aller beaucoup plus loin ». Nous n'y avons pas beaucoup cru, nous, Français. Moi, j'ai siégé pendant 5 ans au comité OTAN-Ukraine, j'étais le seul Français à y aller. Les autres me disaient, tu sais, c'est touchy, etc., parce qu'il ne faisait pas bon ton de s'affirmer contre Poutine à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que nos frères de l'Est de l'Europe nous disaient, c'est imminent. Et nous ne voulions pas le croire ici, en France, à Paris. Ben non, jamais Poutine n'ira avec ses chars jusqu'à Varsovie. Comment leur donner tort aujourd'hui ? Donc la question n'est plus de se dire, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire ? La réponse, c'est ce qui s'est passé ce week-end avec ce mur qu'ont offert le président français, le chancelier allemand et les premiers ministres britanniques et polonais, c'est de dire non, non tout de suite. François Bayrou a l'habitude de dire, en citant Georges Bidault, le meilleur moment pour dire non, c'est le premier, c'est immédiatement. Et donc si vous en parliez tout à l'heure de cette réassurance c'est quoi ? C'est de garantir à nos frontières et nos voisins et à tous ceux qui veulent être dans nos frontières que non, personne ne viendra prendre leur liberté par la force. Et cette question de dissuasion nucléaire, elle est très opportune parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une bataille des titans et elle est fondamentale. D'où les questions d'énergie dont vous débattrez, mais les deux sont liés. Et ce n'est pas parce qu'on crée une défense forte pour se protéger que nous rompons avec nos valeurs. Et même mieux, devons-nous continuer à être sans arrêt les victimes d'attaques cyber ? Ce n'est pas nouveau, les attaques cyber. Je veux dire, ça fait des années que nous avons à peu près 300 attaques par jour. Est-ce que l'on doit continuer à se dire on ne fait rien ? Ou est-ce qu'on va vers une forme de riposte ? Là, ce n'est plus une riposte armée avec des jeunes gens qu'on envoie au front. C'est on prend des jeunes gens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le pays, et dans l'Europe, et on les met derrière des ordinateurs, et avec une capacité d'aller nuire ceux qui veulent nous nuire. On peut le faire. Ça s'appelle du hackback, c'est une riposte que l'on peut organiser, qui est en train de s'organiser au niveau de notre système de défense, et c'est quelque chose dans lequel on doit progressivement rentrer. Après avoir répondu à cette question, est-ce que c'est contraire à nos valeurs de riposter
contre ceux qui attaquent nos valeurs. Et ça sera un des enjeux fondamentaux dans notre recherche démocratique, c'est d'associer la population qui, je crois, n'a pas envie de vivre sous le joug de n'importe quelle tyrannie, qu'elle soit à l'est ou plus au sud. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de faire ce maillage. Et enfin, finalement, peut-être que Trump et d'autres ont déjà été une chance quand ils ont dit moi, je ne veux plus payer la sécurité de l'Europe. Il nous a ouvert une porte de responsabilité et qu'à ce niveau-là, nous sommes finalement, dans ce contexte international, sous la pression de Trump et de Poutine, peut-être face à notre destin et qu'enfin on va le prendre en main et qu'on va construire ce que vous disiez et on est à la veille de le faire. Peut-être juste... Non, on ne va pas s'applaudir chaque fois. Peut-être juste une dernière réaction, parce que c'est vrai que je devrais vous quitter déjà dans 3 minutes pour prendre le dernier TGV. Par rapport à l'unanimité, un proverbe qui dit on peut forcer un cheval pour l'amener à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. À un moment donné, si certains ne veulent pas comprendre, il faudra quand même pouvoir prendre des sanctions. Il m'insupporte d'entendre Orban cracher sur l'Europe comme il crache sur l'Europe et continuer à toucher le pognon de l'Europe. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, les traités prévoient des sanctions et je pense qu'il faut pouvoir les appliquer. Et donc, il y a moyen de suspendre le droit de vote, etc. Et je pense qu'il faudra, s'il y a des révisions de traités à faire, c'est peut-être simplifier un tout petit peu la procédure pour y arriver, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de pays pour réussir à définitivement, complètement bloquer le système. Donc, il suffit que les Slovaques et les Hongrois s'entendent et on est déjà pas bien pour la mise en œuvre des sanctions. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir faire. Deuxième élément, et on en a parlé, et je pense que c'était dans les choses à modifier, je pense qu'on ne pourra pas rester sur le principe de l'unanimité. Il doit y avoir évidemment des minorités de blocage, il doit y avoir évidemment des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des communautés d'intérêt, il peut y avoir on a ça par exemple en Belgique, ce qu'on appelle des procédures, ce qu'on appelle sonnettes d'alarme, c'est-à-dire que si une minorité se sent écrasée ou désavantagée par une décision qui serait ensuite prise à une majorité qualifiée, il doit y avoir un processus qui lui permet de se défendre pour veiller à ce qu'il n'y ait pas un intérêt contre un autre intérêt. Mais par contre, comme petit pays, je peux vous dire que nous assumerions le fait d'avoir à un moment donné, d'être mis en minorité par rapport à une décision qui est pour l'intérêt commun. Vous savez, moi ce qui me choque très très fort, et je terminerai peut-être par ça, en Europe, c'est vraiment le dilemme du prisonnier. C'est le nombre de dilemmes de prisonniers que l'on a. L'exemple le plus classique, c'est au niveau de l'impôt des sociétés. Quand vous avez l'Irlande qui, à un moment donné, dit « je baisse mes taux » et qui se retrouve avec un impôt des sociétés per capita, donc par habitant, 2,5 fois plus élevé que la France, c'est quand même, ok, c'était intelligent pour eux, mais au total, si vous regardez l'évolution des taux d'impôt des sociétés moyens au CDE, il a diminué, on a perdu 25% de l'impôt des sociétés qu'on était capable de faire. Donc au total, la décision est suboptimale. Et donc on est dans le classique dilemme du prisonnier, le gars qui est sorti avant en premier et qui a baissé ses taux et qui joue la niche, il se fait du pognon, mais au total, on en détruit. Et le total, c'est comme ça, c'est sur cette richesse-là européenne qu'on doit pouvoir s'appuyer si demain on veut vraiment être les gagnants. Et donc je pense qu'il y a cette logique-là qu'on doit absolument pouvoir défendre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je m'excuse de devoir vous quitter et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Merci encore pour l'organisation. Merci Yvan. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de cette présence avec un agenda si serré. Est-ce que vous voulez réagir sur les questions? Je prends la suite des questions. Un tout petit mot sur... Il y a le principe de la nécessité de renforcer les questions de sécurité à travers une défense européenne qu'on appellerait défense européenne, pilier européen de l'OTAN. Il y a le principe et il y a le concret. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord assez rapidement sur le principe, mais dans le fond, quand vous écoutez la plupart des leaders européens, le principe, il est acté. Mais le diable se cache dans les détails, comme il s'est caché dans les détails au moment de la CED en 1954, donc ça remonte à très très loin. Et c'est la question de l'européanisation de la force nucléaire française, c'est la question d'une armée européenne. Et je crois que sur ce sujet-là, et c'est ce que Philippe disait, il faut qu'on soit extrêmement pragmatique tout en étant profondément respectueux des nations.
il n'y aura pas une armée demain ou qu'on enverra, que on ne sait pas qui enverra sur des territoires, etc. La France ne donnera pas l'autorisation du bouton nucléaire à d'autres dirigeants de pays européens. Et je crois qu'il faut dire aussi simplement que ça, les choses, pour aussi contribuer à rassurer sur ce que pourrait être un pilier européen de l'OTAN, une défense européenne, en aucun cas donner le sentiment qu'on affaiblisse les nations, parce que l'objectif, au contraire, c'est bien de renforcer nos États-nations et notre Union européenne. Je vais faire un petit focus là-dessus parce que c'est très important, parce que souvent on croit qu'on pourrait créer une armée. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas créer une armée de toutes pièces. Une armée, c'est une culture de l'arme, c'est une culture du combat et qui se fait sur des siècles. Et c'est impossible de partir de zéro. On le voit, il y a des pays riches qui achètent des tas d'équipements, qui nous achètent des équipements aux Italiens, aux Français, mais leur utilisation, elle n'est pas aussi optimale que nous pouvons le faire. Et je vais vous donner un exemple, et ça rejoint ce que disait Maud à l'instant. On va parler de la défense opérationnelle française, c'est celle que je connais le mieux. On va parler de l'armée de terre, puisqu'on est sur des conflits terrestres. La défense opérationnelle française, elle tient dans le Stade de France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est petit, hein. Ça pèse pas lourd. C'est 88 000 hommes. Face aux centaines de milliers russes, on ne fait pas le poids. Avec l'OTAN, c'est plus pareil. On est 3 200 000. Là, on inverse la tendance. Et vous le savez, vous jouez aux échecs, vous jouez dans des sports collectifs, la supériorité numérique donne un avantage décisif sur la fin de votre partie. Cette question-là, elle est fondamentale. La défense française d'aujourd'hui, qui atteint les 2% de PIB, on a dépassé les 40 milliards. La défense allemande, 60 milliards. La défense italienne, la défense des 27, c'est 3 fois moins chaque année que ce que mettent les États-Unis. Donc si on voulait créer une défense, une armée européenne qui soit efficiente et efficace, il faudrait mettre 3 fois plus au pot que nous ne le faisons déjà chacun de notre côté. Vous voyez bien, c'est impossible. On voit notre course au déficit en France, où on a besoin de trouver 40 milliards. Là, il faudrait qu'on mette 120 milliards sur la table pour notre défense si on voulait arriver à un outil équivalent à ce qu'apportent les Américains. D'où cette nécessité, comme tu le disais, d'être pragmatique, de s'appuyer sur des savoirs qui ont déjà été mis en commun. Des frégates franco-italiennes qui sont les plus performantes de la marine et qui permettent à la marine française et à la marine italienne, si elles le souhaitent, ensemble d'assurer la protection de la Méditerranée. Avec nos collègues espagnols en plus, les Grecs aussi, on peut empêcher quiconque de nous faire un déni d'accès dans la Méditerranée. Avec les Allemands ou avec d'autres, on peut, en rassurant ceux qui ont une spécificité, une connaissance tactique, et en partant de là, et où chacun va arriver avec ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise et qui n'est pas remis en cause, je pense qu'on va gagner en confiance et au fur et à mesure intégrer. On a réussi à le faire il y a très longtemps avec Airbus, on a réussi à le faire avec l'espace, où aujourd'hui nous sommes les meilleurs dans le monde. Airbus, c'est une démonstration flagrante que vous voyez toujours. Donc nous sommes capables de faire au niveau européen et politique, tu le disais tout à l'heure Sandro, ce qu'on a fait au niveau industriel. Mais ça part de ce pragmatisme d'éléments concrets. Et je vais citer Frédéric Petit, qui est dans la salle, qui est notre député des Français de l'Europe de l'Est, quand il dit, et ça répond à une des questions qui était tout à l'heure de défense commune, non, c'est une défense collective. C'est-à-dire que chaque nation va venir avec ce qu'elle sait faire et va pouvoir dire, moi j'ai une spécificité là-dedans, ça vaut le coup. Par exemple, l'armée de terre française était beaucoup plus tournée vers des théâtres comme les théâtres africains, qui sont d'une géomorphologie différente que ceux qui sont dans les pays baltes et qui se battent par moins 25 degrés dans de la neige. Donc tout ça, c'est des savoirs que nous avons. Aujourd'hui, en les mettant ensemble pour ceux qui veulent faire, et tu le disais tout à l'heure, c'est un appel des volontaires pour faire un pacte pour défendre le reste. Ça se construit, mais il ne faut pas rêver. On ne peut pas créer une armée, ça serait perte de temps et d'énergie, de créer une armée ex nihilo. Ce qu'il faut, c'est cette intégration de tout le monde dans cette capacité de défense et de protéger nos frontières. Pardon, j'étais long, mais... Je vais prendre une deuxième salle de questions. Je sais que Pierre-Jean, tu avais levé la main tout à l'heure, donc je vais commencer par toi.
Notamment, mais il y avait une autre question. C'est vrai. Non, mais justement, vous parliez de concret et moi, quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations chez nous, c'est quand les Belges ont acheté du jet américain et n'ont pas choisi du matériel français ou européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de commande paraît totalement anachronique. Donc est-ce que, voilà, j'aurais bien aimé avoir la réponse côté belge de la justification de ce choix-là et de savoir pourquoi cette commande resterait ou non par la suite. Et de manière plus concrète aussi, savoir comment est-ce qu'on construit cette défense. Vous avez apporté des éléments. Et Maud, tu parlais du pilier européen de l'OTAN. C'est une des options sur la table. Comment est-ce qu'au Parlement européen ou comment est-ce que le Parti démocrate européen conçoit cette défense européenne de manière concrète? Le départ des Britanniques nous a permis pour la première fois, avoir un état-major européen à Bruxelles. Est-ce que c'est cette chose-là qui serait étoffée demain pour coordonner cette défense collective, ou est-ce qu'on s'appuierait encore sur l'OTAN avec effectivement un partenaire américain qui semble se désengager de l'Europe? Merci. Je prends une seconde question et une troisième. Parfait. Bonsoir. Merci en tout cas pour les échanges qui sont très intéressants. Mario Reitner, donc Modem Neuilly. Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur l'avant-garde. Comment, parce qu'effectivement, ça serait aussi une aide pour tout ce qui est défense, et on voit bien que c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, c'est là où on faut aller, c'est-à-dire que simplement, on pourrait rêver un peu des États-Unis d'Europe, c'est un peu l'idée, quoi. Sur quelques pays, évidemment, au début. Mais comment on fait pour contourner l'obstacle, enfin des obstacles majeurs, c'est-à-dire qu'au niveau des populistes, parce que si on fait ça, il faut forcément, à un moment ou à l'autre, revenir devant je veux dire, les élections, référendum, etc. Enfin, chaque pays doit le faire. Comment on fait pour contourner l'obstacle fort des populistes, de chaque côté, hein, bien sûr, qui vont tout de suite sauter dessus en disant, voilà, enfin, on connaît bien tout ce qu'ils vont dérouler comme argument. Et en plus, par exemple, si on prend le cas de la France, ça va être aussi contre le gouvernement actuel, etc. Enfin, donc comment tu vois ce contournement de ça pour arriver à cet objectif-là? Et la troisième? Bonsoir, Chakome, je suis franco-iranienne, je n'ai pas eu chance de naître en Europe, mais j'ai choisi d'être européenne. Je me permets de poser cette question parce qu'on parle souvent, et ce que nous on voit, et vous travaillez souvent aussi, pour avoir l'Europe puissante. Je veux savoir c'est quoi le rôle, comment l'Union européenne il peut jouer un rôle un peu plus déterminant, ou pourquoi pas beaucoup plus déterminant dans les négociations internationales, notamment avec certains pays comme par exemple l'Iran. On voit que maintenant, malheureusement c'est triste, mais Trump il est en train de négocier avec les gouvernements dictateurs iraniens. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être quelques années, dès que l'Américain il a fait un embargo, les Français premières et après tous les Européens, ils ont quitté l'Iran en pétrole, et automobile et toute l'industrie. Est-ce que l'Europe, il attend pour voir comment ça se passe en négociation et après repartir dans un pays comme l'Iran, qui a beaucoup d'enjeux nucléaires, et les droits de l'homme, etc. Ou peut-être qu'il va jouer maintenant allié avec les États-Unis, avec Trump, sur ce type de sujet. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je commence. Comment créer ces noyaux durs, cette avant-garde, etc. Tout d'abord avec une forte volonté politique. Et j'espère que ce qui s'est passé à Kiev soit le début de cette volonté politique. Parce que du moment où il y a la volonté politique, les contraintes se relativisent. Tout d'abord, les traités donnent la possibilité d'avancer par groupe de pays, notamment dans la défense. On l'appelle coopération structurée permanente. Jusqu'à maintenant, elle a été utilisée pour des projets industriels spécifiques, mais elle a un potentiel stratégique énorme. Donc déjà, à l'intérieur du traité, on pourrait créer avec 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays un système européen de défense. Un système européen de défense qui a des implications opérationnelles, auxquelles Maud et Philippe faisaient référence, mais aussi à des implications de coordination militaire et politique. Donc c'est déjà faisable. Mais c'est déjà faisable si on démontre d'avoir la volonté politique et si on démarre. Il y aura beaucoup plus de pays qui vont
souhaité se joindre de ce que l'on pense aujourd'hui. Donc c'est ça, il faut vraiment déclencher ce processus et le moment c'est maintenant. C'est maintenant à cause de l'Ukraine, c'est maintenant à cause des deux nouveaux potentiels nouveaux pères fondateurs de l'Union politique, qui c'est Donald Poutine et Vladimir Trump, donc, qui sont candidats au nouveau pré-Charlemagne, si on démontre la volonté politique. Donc c'est ça que nous devons faire. Après, évidemment, si on déclenche ce processus, il y aura aussi des modifications des traités, etc. Mais une fois qu'il y a une dynamique, on devra trouver aussi des accords avec les plus réticents. Mais c'est cette dynamique politique qu'on doit déclencher, et on doit les faire maintenant. Pierre, tu voulais poser la question en belge. C'est un autre Européen qui va te répondre. Et comme on est entre amis, je peux vous le dire, disons, de façon constructive. Pour exercer une influence en leadership, il ne faut pas donner l'impression aux partenaires que l'Europe, c'est la France en grande. D'abord parce que ce n'est pas vrai. D'abord c'est parce que ce n'est pas vrai. Et secondo, c'est parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la France. Si on parle d'un projet véritablement commun de défense européenne, tu pourras avoir des Polonais qui, au lieu d'acheter des F-35, pour acheter des Rafales. Mais s'il n'y a pas un projet commun dans lequel tout le monde voit son intérêt et s'y retrouve, du point de vue polonais, jusqu'à quand l'OTAN fonctionne, pourquoi il devrait acheter moins américain et plus français? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut, et c'est pour cela que les groupes d'avant-garde, les systèmes européens de défense, l'union politique est importante. Parce que c'est là qu'on nous dit, mais comme on s'engage de façon collective sur un projet commun qui est d'intégration des militaires, qui devient d'intégration politique, il est clair qu'on doit développer une industrie de la défense. On doit développer un marché unique de la défense. On doit développer des projets industriels communs. Et alors là, travaillons avec les industries de la défense européenne. Et la première industrie de la défense européenne est l'industrie française. Et après, tu as l'industrie italienne, tu as l'industrie allemande, tu as l'industrie suédoise, tu as un peu d'industrie espagnole. Et tout le monde y gagne. Les budgets, on a créé pour la première fois il y a quelques années un fonds européen pour la défense, qui est seulement de 10 milliards d'euros. Tout le monde y a gagné. Évidemment, la France a gagné plus que les autres. C'est la première industrie, il a eu 22% des fonds de cette ligne budgétaire. Mais 12% sont allés aux Allemands, 12% sont allés aux Italiens, 7% sont allés aux Espagnols. C'est ça la logique. Si on déclenche cette logique, ils vont moins acheter américains. Mais il faut ces cadres. Il faut ces cadres. Pourquoi, et je termine, mais c'est important parce que c'est un thème, pourquoi il y a quelques années, quand le président de la République, ce n'est pas la première fois qu'il offre les parapluies nucléaires français aux partenaires. Il avait essayé quelques années. Mais les Baltes, quelques années, n'ont pas répondu. N'ont pas répondu parce qu'ils se disaient, mais pourquoi je vais risquer de perdre les parapluies américains de l'OTAN en absence d'un projet politique et de défense alternative? Aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens et les oreilles de nos partenaires sont beaucoup plus réceptifs à ce que Emmanuel Macron dit. Pourquoi? Parce qu'on voit les projets. Je m'étais là. Je crois d'avoir répondu. Si moi me le permet, je vais rajouter un échelon qui était ce qu'on disait tout à l'heure sur cette forme d'arrogance que nous avons sur ces contrats et ces relations avec nos partenaires européens. La façon dont on a traité politiquement à des moments nos partenaires peut jouer. Rappelons-nous certains débats internes en France vis-à-vis du plombier polonais détaché ou du roumain. Et la vision qu'on a en France des Roumains, je veux dire, on croit que c'est un Rome au coin d'un feu rouge ou d'un carrefour. Et quand on traite un peuple comme ça, à un moment donné, et pareil dans l'emploi des forces, pas étonnant qu'un chef d'état-major, et j'avais beaucoup discuté avec Nicolas Ciuca, qui a été chef d'état-major, ministre de la Défense roumain et Premier ministre, parce qu'ils ont eu
un engagement en Afghanistan qui a été, comme nous, très douloureux. Ils ont perdu 29 hommes, qui correspond par rapport à la taille de leur armée et de leur pays aux pertes que nous avons, aux 89 pertes que nous avons eues. Et la réalité, c'est que les Américains les ont toujours traités avec beaucoup de dignité et de confiance. C'est-à-dire que là où nous, on les traite dans le débat interne comme des travailleurs détachés qui viennent nous voler notre pain, les Américains leur confient l'aéroport de Kandahar à tenir et des missions de haute intensité. Donc pas étonnant qu'au moment où il faille s'équiper, on se retourne vers celui qui nous a toujours fait confiance et bien traité. J'ai eu la chance de visiter des usines de missiles, par exemple, de Kongsberg en Norvège. Puis dans un coin, ils font des pièces pour le F-35. Ils font des matériaux en Kevlar et tous les axes sur lesquels les dérives arrière sont fabriquées. Alors que nous, quand on fait des contrats d'armement avec d'autres pays, on ne décentralise absolument rien. Ou alors on le fait, je reprends l'exemple des Roumains, quand on a ouvert cette usine à Brassov qui ne sert à rien, on vend une antépénultième génération d'hélicoptères qui n'a plus aucun intérêt stratégique. Là, on veut bien les laisser travailler dessus. Les Américains, quand ils vont chez les autres, ils vendent, mais ils les laissent bosser sur la matière. Donc là, on a une éducation, on a une façon d'être où il va falloir qu'on se corrige. Et je le dis parce que c'est un des reproches qu'on nous a fait. Moi, quand j'étais parlementaire dans cette législature 2017-2022, on nous traitait d'arrogants. Et il faut être très, 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 très vigilant à la manière dont on traite les autres. Et nos collègues, les Grecs, les Roumains, tout ça. Donc ça peut jouer à un moment donné. Et on le disait tout à l'heure, et c'est une charnière très importante où il faut que les Français, nous le voulons, nous voulons cette Europe de la défense, mais il faut que nous soyons extrêmement attentifs de ne pas reproduire sur les partenaires européens ce que nous reprochions aux Américains de faire avec nous. Cette forme d'impérialisme quand on avance. Je suis le meilleur, donc c'est moi qui décide, et puis c'est comme ça. Ça, il va falloir qu'on l'abandonne. Et on a énormément à travailler sur cette question-là. Juste un mot sur lorsque l'Europe décidera de peser sur les négociations diplomatiques, et peser au sens exister en réalité, parce qu'elle a les leviers d'action, elle a les moyens de sanction. Il y a énormément de choses qui sont faites. Les leviers peuvent être activés dans un sens comme l'aide au développement ou dans le cadre des sanctions, du gel des actifs, etc. Enfin, les leviers sont multiples, mais pour autant, qui parle au nom de l'Union européenne? Et sans vouloir lui faire offense, je pense qu'on ne pense pas spontanément à notre ami Kallas. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et cette difficulté-là, elle est liée à la volonté ou non de peser. C'est la même chose avec la fin de la naïveté de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être les seuls à respecter les règles que nos concurrents directs, que ce soit les États-Unis ou la Chine, des règles dont ils s'affranchissent en permanence. Donc il faut aussi qu'on soit un petit peu moins naïf et puis qu'on décide de peser. Et ça passe évidemment par cette capacité, c'est le fait de renforcer notre capacité à agir, et ce, dans tous les domaines. Je pense qu'on va clore sur ces bons mots parce que beaucoup a été dit et merci de votre présence. Évidemment, merci à Yvan d'avoir été là avec nous. Merci à vous trois pour ces mots et merci à vous d'être venus ce soir pour échanger, pour vos questions riches dans un moment où il est plus que jamais nécessaire de comprendre en fait ce qui se passe dans notre Europe et pas seulement dans nos frontières, de comprendre ce qui arrive au peuple ukrainien, ce qui arrive aussi au-delà des frontières européennes actuelles et d'incarner cette solution et de se sentir européen, et non pas seulement au sens intellectuel de la chose, comme nous le maîtrisons déjà très bien, mais au sens humain, au sens de la chair, pour que demain les combats soient donc commun à tous, et que, je vais citer du coup la devise belge, que l'union fait la force, soit réalité dans notre Europe. Donc merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup.